Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons commencer l'atelier sur les industries culturelles et créatives, les opportunités de l'industrie culturelle et créative dans le secteur des Amériques du Nord. Nous sommes honorés de compter avec la participation de Mathilde Michaud et Madame Ekaterina Travkina. Donc rapidement, Mathilde Michaud, elle est diplômée de l'ESCP Europe et de l'Université Paris-Sorbonne, riche d'une expérience de plus de 8 ans chez Isovery en qualité de directrice des opérations depuis 2021. Auparavant, Mathilde occupait des postes auprès de la Comédie Française et du Collège de Bernardin. Aujourd'hui, il s'occupe d'assurer le développement commercial de la société parisienne Isovery qui conçoit et produit des solutions de mise en valeur des sites culturels et collections de musées grâce aux nouvelles technologies digitales. Et Katerina Travkina, elle coordonne les travaux sur la culture et les industries créatives au sein du centre de l'OCDE pour l'entrepreneuriat, les PME et les régions et les villes. Ces travaux visent à fournir des preuves, des orientations aux gouvernements nationaux ainsi qu'aux villes et régions sur les moyens de maximiser l'impact économique et social de la culture et de soutenir l'économie créative. Les travaux récents comprennent l'OCDE pour le G20, impact économique et social des secteurs culturels et créatifs, ainsi que Culture Shock, impact de la COVID-19 sur les industries culturelles et créatives, et le guide OCDE ICOM pour le gouvernement locaux, communautés et les musées. Donc, dans un premier temps, nous allons avoir un panorama général sur les industries culturelles et créatives, le nombre de créations d'emplois des ICC en Amérique du Nord, le taux de croissance des ICC en Amérique du Nord. Et ensuite, on aura un retour d'expérience de la part de Mathilde par rapport à son vécu via les multiples dispositifs d'accompagnement que BPI France met pour les entrepreneurs français. Donc, merci à vous d'être ici. Et on va commencer dans quelques instants avec Ekaterina. Oui, parce qu'on est en train de mettre la présentation et entre-temps, j'ai voulu... Oui, alors c'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas très bien. Est-ce qu'on peut augmenter un peu le son? Parce que les gens disent qu'ils ne m'entendent pas très bien. On ne peut pas déranger les voisins. Très bien. Bon, je vais essayer de parler un peu plus clairement. L'OCDE, l'Organisation pour la coopération économique, pour la coopération et le développement économique, se focalise sur l'aspect économique de la culture. Donc, ce que nous faisons, c'est nous fournissons des chiffres, des données de statistiques sur l'ampleur économique du secteur. Pourquoi nous le faisons? Parce que c'est un des moyens d'attirer l'attention sur l'importance de la culture, l'importance des industries créatives, pas tellement aux yeux des industries et des entreprises créatives, pas tellement aux yeux du ministère de la Culture, mais des ministères comme le ministère de la Finance, ministère de l'Emploi, Innovation, Entrepreneuriat, etc. Donc, c'est un peu notre mission à l'OCDE. Nous faisons ça, comme je le disais, nous fournissons des données. Et un des messages clés que nous essayons de faire passer, c'est que les entreprises culturelles et créatives, c'est big business. Donc, ce n'est pas un secteur marginal, un peu... où il y a très peu d'investissement, où il y a très peu d'entrepreneuriat, c'est big business. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a des proportions d'emplois. Les secteurs, donc ces secteurs-là, ils emploient beaucoup de gens. Peut-être dans des grandes villes comme Berlin, New York, Paris un peu moins, il y a 10% de population qui est engagée dans ce secteur-là. 7% au niveau de l'OCDE, donc c'est les Amériques du Nord, l'Europe, le Japon, l'Australie. 7% d'entreprises, c'est les entreprises dans ce secteur-là. Donc aux États-Unis, c'est 4%, en France, c'est 7%. Et ces entreprises-là ont les taux de croissance, comparables aux autres entreprises. Parce que parfois, on dit que c'est pas fiable comme entreprise, donc, etc. Mais c'est aussi fiable et aussi performant que les autres entreprises, que les entreprises dans d'autres secteurs. Donc, ces secteurs-là produisent de la valeur ajoutée brute de 2,5% au niveau de l'OCDE, 3,6% aux États-Unis et 3,1% en France, juste pour donner une petite comparaison. Il y a une forte demande, donc c'est-à-dire nous, les ménages, les citoyens, nous dépensons nos sous pour acheter des produits culturels et créatifs. Donc il y a une forte demande qui était croissante avant la pandémie, qui a baissé un peu et qui augmente maintenant après la pandémie. Mais il faut reconnaître, donc ça c'est toutes les forces économiques de ces secteurs-là, de ces entreprises-là, mais ils ne sont pas
tout à fait comme les autres. Il y a des modèles de business différents, il y a des entreprises à but lucratif, non lucratif, il y a beaucoup du public dans ces secteurs-là. C'est très petit, bien sûr il y a Netflix, il y a Spotify, mais la majorité, la grosse majorité, c'est vraiment des entreprises micro. Il y a beaucoup de travailleurs atypiques, ce qu'on dit, des auto-entrepreneurs, beaucoup plus que dans les autres secteurs. Et quand on dit ça, parfois c'est des emplois précaires. Des emplois aussi très qualifiés, très peu remplaçables par la automation. Donc il y a des atouts qui le rendent très, très, très intéressant, ces secteurs-là. D'où la nécessité de les soutenir et d'adapter les politiques d'innovation, les politiques d'aide à l'export, des politiques de PME, etc., aux spécificités de ces secteurs-là. Peut-être je fais un survol très rapide des réalités aux États-Unis, parce que c'est de ça que vous allez parler. Vous connaissez beaucoup mieux les réalités parce que vous les avez touchées. Nous, on n'a vu que les données. Donc, on peut dire que, bon, bien sûr, comme partout, ces entreprises, ces secteurs ont été très durement touchés par la crise. On connaît les raisons. Je ne vais pas expliquer plus que ça, mais ils sont en train de rebondir. Vous voyez un peu ce qui s'est passé en 2020 aux États-Unis en termes de valeur ajoutée et la reprise que ça commence à faire en 2022. Et vous voyez aussi que la croissance est plus rapide que la croissance du reste de l'économie. C'est varié, bien sûr, quand on regarde un peu plus précisément sur quel secteur mène cette croissance. C'est le streaming, c'est le publishing. Vous voyez déjà que les chiffres en 2021 sont plus fortes que les chiffres en 2019. Donc ça, il y a une croissance rapide. Il y a moins de croissance quand même et moins de reprise dans d'autres secteurs. Independent artists, writers, performers. Donc eux, ils étaient vraiment très, très touchés par la crise et ils peinent à reprendre les activités. En ce qui concerne l'emploi dans les industries créatives, il y a eu une reprise aussi. Mais on voit qu'au niveau des États, aucun État n'a repris le même niveau comparé au début de la pandémie. Donc on voit encore une fois les secteurs qui sont les plus forts, Motion Pictures and Video Industries, Performing Arts Organizations, ça c'est plutôt les théâtres et tout ça, voilà, on voit tout le reste. Mais on voit quand même qu'il y a presque 5 millions de personnes qui sont employées dans ces secteurs-là. Après, je ne sais pas si on aura un peu le temps de regarder ce qui est derrière ces chiffres, parce que c'est vraiment, c'est très bien de donner un peu la perspective sur combien de millions de personnes travaillent sur ces secteurs aux États-Unis comparé à la France. Mais quand on parle de la reprise, par exemple, les musées, ils ont rouvert aux États-Unis, mais et c'est ce qu'on ne voit pas sur les chiffres. Ils voient qu'il y a une pénurie des compétences parce que les gens n'ont pas pu, parce qu'ils ont limogé pas mal de personnes pendant la crise. Ils restaient fermés, ils n'avaient pas de financement public comme on a ici en Europe. Et ces gens-là, bien sûr, maintenant, ils sont employés par d'autres secteurs. Donc les musées aux États-Unis, ils sont en train de repenser leurs salaires qu'ils offrent aux travailleurs pour attirer les talents qui doivent travailler avec eux. Pareil pour les festivals. Donc on sait que pour les théâtres, pour les festivals, il faut peut-être une dizaine de personnes techniques pour mettre un acteur sur la scène. Et donc c'est ces professions techniques qui ont quitté le secteur parce qu'ils devaient manger pendant la crise. Donc, ils ont trouvé les light engineers et les autres, ils ont trouvé de l'emploi ailleurs. Et donc, maintenant, c'est les festivals pour le développement, ils rouvrent. Les citoyens, les visiteurs, les spectateurs sont là. Mais il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est juste pour donner un peu de nuance à ce tableau des industries culturelles et créatives aux États-Unis. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Ekaterina. On passera à la fin de notre atelier à une séance questions-réponses à laquelle on a déjà reçu 2 questions au sujet de l'intervention de Ekaterina. Maintenant, je donne la parole à Mathilde qui va parler sur son retour d'expérience en qualité d'entrepreneur et son retour par rapport aux différents outils d'accompagnement qu'elle a pu bénéficier lors de son expérience en Amérique du Nord. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'avais une présentation. Je ne sais pas exactement comment la envoyer par email. Ok, je vais le faire sans présentation. Nous, on travaille dans les métiers de l'image, donc c'est un peu moins confortable. Et il faudra avoir un peu d'imagination. Je vais essayer de vous décrire précisément ce qu'on fait.
Donc Histovery. Donc je vais d'abord vous présenter un peu notre activité et nos savoir-faire. On est une entreprise parisienne. On existe depuis 10 ans. On est une trentaine de collaborateurs. Et notre métier, c'est de produire et d'exploiter ce qu'on appelle des visites augmentées pour réinventer la façon dont les visiteurs découvrent le patrimoine et les musées. Une visite augmentée, pour être beaucoup plus concret, qu'est-ce que c'est ? C'est une visite qui est in situ, c'est pas une visite virtuelle, et c'est une visite qui se vit avec un guide de visite sur une tablette tactile qu'on appelle l'histopad. Et avec l'histopad, les visiteurs peuvent faire deux choses. La première, on va pouvoir révéler l'invisible, c'est-à-dire le passé disparu. Et ça, c'est le cœur de notre métier depuis 10 ans. On recrée des environnements disparus grâce à la réalité augmentée, en 3D, et de façon respectueuse de la plus proche possible des connaissances scientifiques. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est interagir avec le visible. Et donc, par exemple, manipuler des collections qui sont sous vitrine, rentrer dans des salles qui sont fermées au public, etc., etc. Donc, c'est pour ça que j'aurais aimé vous montrer quelques images des reconstitutions qu'on crée. Mais ce que vous devez vous imaginer, c'est que vous entrez dans un monument, on vous remet une tablette qui est incluse dans le prix du billet d'entrée, vous scannez ce qu'on appelle une porte du temps dans chaque salle, et vous allez voir sur la tablette apparaître la reconstitution dont la perspective coïncide avec la réalité. Donc notre métier, c'est d'utiliser le rich media pour réinventer l'expérience de visite. Ça, on le fait depuis 2013. Et pour que vous compreniez vraiment très rapidement la spécificité de ce qu'on produit, je voulais insister sur 3 éléments qui différencient notre offre par rapport à celle de nos potentiels concurrents. Par exemple, des concurrents qui produisent des web apps ou qui produisent de l'audioguidage, par exemple. Il y a 3 éléments clés. Le premier, c'est que nous, on est avant tout des créateurs de contenu. Donc on est une boîte de technologie, évidemment, mais on est avant tout des créateurs qui viennent de l'histoire, qui viennent de l'édition. Et on est connu pour la rigueur historique de tout ce qu'on produit. Tout ce qu'on fait, on le fait avec un comité scientifique qui vient valider chacun des pixels, les reconstitutions qu'on propose. Et ça, c'est très important pour nous de dire que ce qu'on fait, c'est pas exact. On ne saura jamais à quoi ressemblait la conciergerie médiévale. Par contre, on a l'ambition de proposer un état de l'art des connaissances qu'on a en 2023 sur ce qu'était le palais médiéval de la conciergerie, par exemple. La deuxième chose importante, c'est qu'on est une entreprise qui est un pur player de la visite augmentée. C'est-à-dire que depuis 10 ans, 100% de notre activité, on l'a dédié à réfléchir à comment utiliser le digital pour permettre aux visiteurs de mieux apprécier leur parcours. Et on a développé en 10 ans le service, et j'insiste sur le mot service plutôt que produit, qui est le plus développé du marché. Nous, on crée tous les contenus sur le plan éditorial, mais on crée aussi bien sûr sur le plan graphique. On s'occupe du développement software. Et ensuite, on va aussi s'occuper de mettre en place tout le matériel hardware et de s'occuper de toute la partie opérationnelle. Donc la maintenance opérationnelle, mais aussi toutes les mises à jour pendant la durée de nos contrats. Et enfin, le troisième et dernier élément que je vais juste évoquer pour ne pas être trop longue, c'est qu'il y a toute une partie immergée de l'iceberg que les visiteurs ne voient pas, mais qui est une partie très importante de notre offre, qui est la partie traitement, recueil et analyse des données de visite qu'on met à disposition pour les musées et les monuments. On enregistre environ 2 millions de logs chaque année, donc 2 millions de sessions de visite. Et ça, c'est un trésor qui grossit chaque jour et qui permet à nos clients de connaître leur public et de les fidéliser. Donc voilà pour notre offre. En 2023, en Europe, on a équipé une vingtaine de monuments. Vous en connaissez peut-être certains. On a équipé le Palais des Papes à Avignon, qui est la plus grosse installation de réalité augmentée dans un monument au monde. On a installé 1500 histopades. On a également installé les histopades à la Conciergerie à Paris. Vous connaissez peut-être aussi ce qu'on a fait au Domaine national de Chambord, etc. Et on travaille surtout en France et en Allemagne. Je vais revenir un peu 5 ans en arrière pour maintenant vous raconter un peu comment on s'est développé aux États-Unis et comment l'histoire a commencé. Tout a commencé en 2018. Donc en 2018, l'entreprise Histovery, elle a 5 ans d'activité. On a développé non pas 20 histopades, mais 10 quand même. On a une très très belle vitrine en France. Et c'est l'année où un musée américain nous contacte. C'est la première fois que ça nous arrive. C'est un appel entrant. Et ce musée, c'est le Musée national de l'US Air Force. C'est un musée qui est situé dans l'Ohio, donc il est légèrement excentré aux États-Unis. Par contre, c'est un musée national et c'est le plus grand musée d'aviation militaire au monde. Ils ont 1 million de visiteurs par an. Et avec eux, on va préparer l'année 2019, puisqu'en 2019, on célèbre les 75 ans du débarquement américain. Et l'idée qu'on a quand eux nous contactent, c'est de réutiliser des contenus qu'on a déjà produits pour un histopade en France, pour un musée qui s'appelle le musée Airborne de Sainte-Mère-Église, le musée des para-américains du D-Day. Et on a l'idée d'exporter tous ces contenus, de les mettre en forme d'exposition pour présenter pendant 3 mois dans ce musée américain les collections du musée de Sainte-Mère-Église.
Donc ce qu'il faut que vous imaginiez, quand vous rentrez dans une exposition augmentée, vous rentrez dans une exposition physique, classique, qui se compose de grands panneaux rétroéclairés sur lesquels vous avez des photos de Sainte-Mère-Église aujourd'hui. Donc des photos du paysage, de là où s'étaient déroulées les batailles. Tous les visiteurs qui rentrent dans cette exposition, on leur remet une tablette tactile. Et comme ils le feraient dans un monument, devant chaque photo, ils scannent une porte du temps et ils découvrent la même perspective reconstituée, mais au 6 juin 1944. Donc cette exposition-là, on l'a produite pendant 3 mois. On a des magnifiques retours presse. Et elle est absolument clé pour déterminer le développement de l'entreprise dans les 5 années qui vont suivre. Pourquoi ? Déjà parce qu'on a prouvé pour la première fois qu'on a la capacité de produire et de délivrer un produit culturel outre-Atlantique, en dehors de la France. Mais aussi, on invente un nouveau produit, qui sont nos expositions augmentées, et c'est un produit qui est nativement fait pour l'export. On n'a pas de collection dans ces expositions-là. Le contenu, il est physique et virtuel, mais il n'y a pas de problématique d'assurance, notamment pour faire voyager des œuvres. Et surtout, toutes nos expos, elles sont absolument modulaires. Et donc, on ouvre un nouveau marché qui est un marché international. Et ça va absolument changer la façon dont nous, on va concevoir notre offre. Et c'est comme cela que 2 ans plus tard, pendant le Covid, on décide de créer un produit d'exposition augmentée qui n'est pas adossé à un histopathe qu'on aurait produit par ailleurs et qui est l'exposition Notre-Dame de Paris, l'exposition augmentée. Je ne sais pas si elle vous parle parce qu'on l'avait présentée à Paris au Collège des Bernardins en 2021. C'est une exposition qu'on a développée avec l'établissement public Rebâtir Notre-Dame et le groupe L'Oréal, qui est le grand donateur pour la reconstruction de la cathédrale. Et cette exposition-là, elle présente 850 ans d'histoire de Notre-Dame de Paris, depuis les premières pierres jusqu'à nos jours, et on va la vendre à 15 monuments dans 15 villes. Donc l'objectif, c'est avant tout de la présenter hors les murs. Elle débute sa tournée internationale à Dubaï, où on fait l'ouverture du pavillon France sur l'exposition universelle. Elle rencontre un magnifique succès, et depuis, elle parcourt sa tournée dans 15 villes. Et dans cette tournée, on a 3 jeux d'exposition. On a un jeu d'exposition qu'on fait tourner en Europe, un jeu d'exposition qu'on fait tourner en Asie, qui était à Shanghai et qui va bientôt aller à Séoul. Et on a un 3e jeu d'exposition, qui est celui qui voyage le plus, qui est le plus plébiscité et qui voyage aux Amériques. Donc on a déjà présenté cette expo dans 2 musées américains, le Musée national de l'architecture, qui est à Washington, et la Historic New Orleans Collection. On a 2 dates à venir aux Amériques, en Amérique du Nord uniquement pour le moment. Donc le 18 octobre, on l'ouvrira également au Mexique, au musée Franz Mayer. Et le 3 novembre, on va la présenter dans un musée qui s'appelle Arsenal Art Contemporain, qui est à Montréal. Donc on arrive en 2022 fort d'une quinzaine de signatures à l'international. Et pour nous, évidemment, on le perçoit comme une opportunité extraordinaire de disposer d'un showroom qui montre nos savoir-faire dans une multitude de zones. Et pour nous, c'est une opportunité d'aller tester nos marchés. Donc en 2022, l'axe stratégique absolument prioritaire d'Histovery, c'est l'international. Et parmi tous les marchés qu'on va avoir l'opportunité de tester, les États-Unis, c'est le marché absolument prioritaire. Et ça pour 3 raisons avant tout. La première, c'est qu'on a déjà signé 4 contrats avec des musées nationaux américains pour des expositions, alors même qu'on n'a jamais recruté de business développeurs dédiés. Donc de façon pas tout à fait organique et un effort commercial de notre côté, mais en tout cas, sans devoir avoir de ressources de vente dédiées, c'est un marché qui a été le marché le plus ouvert des très nombreux marchés qu'on a déjà testés préalablement. Et pour ça, il y a une raison qui est structurelle, c'est que le marché des musées et des monuments aux États-Unis, il est structuré de telle façon que vous avez d'une part le musée, qui est en charge de valoriser ses collections et de les diffuser auprès du public, et vous avez son pendant, qui est la fondation du musée. C'est-à-dire que nous, on a la capacité de signer des contrats directement avec la fondation et d'aller mobiliser des fonds privés pour lancer des projets. Et ça, c'est une chose qui n'existe pas véritablement en France, qui n'existe pas véritablement à ma connaissance en Europe et qui nous permet de travailler avec les États-Unis de façon beaucoup plus simplifiée et avec des cycles de négociation qui sont les plus courts que nous ayons rencontrés. Généralement, pour signer une exposition, le cycle de négo, il est autour de 2 mois. Là où on serait plutôt autour de 6 mois à 1 an en France, pour vous donner un ordre d'idée. Donc pour toutes ces raisons-là, on met le cap sur les États-Unis et l'année 2023, elle est dédiée au développement de l'entreprise aux États-Unis. Et pour ce développement-là, on a candidaté à un programme qui est piloté par BPI France et qui s'appelle Culture Export et que je vous invite absolument à aller consulter si vous considérez aller développer votre entreprise aux États-Unis. Donc avec Culture Export, c'est une mission qui va aider les entreprises des industries culturelles et créatives
à exporter leurs produits aux États-Unis. Ça dure 12 mois. Il y a 3 volets d'accompagnement. Je pourrais tout à fait vous en parler plus précisément après cette intervention parce que je vois que le temps file. Et en plus de cette participation au programme Culture Export qui va nous permettre de voyager 2 fois aux États-Unis, qui va nous permettre de bénéficier de workshops sur place à Paris, on décide de mettre un budget tout à fait conséquent sur un événement prioritaire pour nous aux États-Unis qui s'appelle le salon annuel de l'Alliance des musées américains. On connaît peu en France, en tout cas on a découvert ce salon presque par hasard. On ne l'avait pas identifié jusqu'à présent, alors que ça fait 10 ans que les États-Unis nous intéressent. Mais cette Alliance des musées américains, elle rassemble 3000 musées aux États-Unis. Elle a un salon annuel. Et quand on y va, cette année-là, c'était en mai, c'était à Denver, on y va avec 7 collaborateurs, donc une très grosse équipe. On met un budget très conséquent sur le stand. Et on est la seule entreprise française à exposer. Et pourquoi est-ce qu'on participe à ce salon-là? D'ailleurs aussi, pourquoi est-ce qu'on décide de candidater à Culture Export? C'est parce qu'on a un projet excessivement précis pour le marché américain. Donc je vous ai dit, on a d'abord produit une exposition sur le D-Day pour les musées de l'armée américaine. On a ensuite créé cette exposition sur Notre-Dame de Paris qui voyage dans le monde entier. Et voyant la réponse très positive du marché américain, on décide de produire une exposition qui est uniquement dédiée au marché américain. Et cette exposition, elle est consacrée à la révolution américaine. Elle s'appelle American Revolution, The Augmented Exhibition. Pourquoi est-ce qu'on crée ce projet-là? Parce qu'on sait, en 2022, qu'en 2026, les États-Unis vont célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine. Donc le gouvernement fédéral a créé un label qui s'appelle America 250 et qui vise à fédérer toutes les initiatives culturelles qui visent à commémorer cet anniversaire-là. Et nous, on veut arriver en 2023 avec une offre culturelle à proposer à tous les musées américains pour leur dire « Vous avez un anniversaire à célébrer très bientôt, qu'est-ce que vous allez proposer ?» Nous, on peut tout à fait répondre à votre besoin avec une exposition augmentée sur la Révolution. Là, on a un potentiel de marché qui est 4 fois plus grand que celui qu'on avait développé avec Notre-Dame de Paris. Parce que ce que l'on vise, c'est entre 2025 et 2030 de présenter l'exposition au moins dans un musée dans chacun des 50 États. Donc de façon tout à fait réaliste, en 5 ans, on peut espérer vendre cette exposition 50 fois. Et on vise une audience, au total, qui est autour de 3 millions de visiteurs. Donc c'est une ambition qui est tout à fait différente. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce projet-là? On a déjà des endorsements. La première chose qu'on a faite, c'est aller chercher des endorsements institutionnels. Donc on en a obtenu 3. Il y a le Musée de la Révolution américaine qui a accepté de parrainer ce projet-là. Il y a les Daughters of the American Revolution qui l'ont accepté également. Et il y a un groupe franco-américain qui est le groupe des Cincinnati. Donc avec ces 3 premiers parrainages, on vient sur le salon des musées américains pour dire on a cette offre-là, qui est intéressé et qui veut pré-signer une commande pour l'accueillir en 2025. On rencontre pendant 2 jours de salon 40 prospects qualifiés. Et sur ces 40 prospects qualifiés, on a 4 musées qui ont confirmé qu'ils allaient participer et prendre l'exposition. Ça veut dire qu'on a quand même un taux de transformation de l'ordre de 10%, qui est tout à fait extraordinaire et qui, je crois, n'est pas tout à fait indifférent au fait qu'on est sur un marché américain qui répond très vite. Et comme on l'a vu ces dernières années, très positivement. Pour aller très vite, parce que je vois que le temps file et que je suis un peu longue, simplement. Où est-ce qu'on en est de développement aujourd'hui aux États-Unis après 1 an d'être accompagné via le programme Culture Export et après le salon qu'on a produit? Donc on a ce projet d'exposition qui est excessivement avancé, pour lequel on est actuellement en train de chercher des sponsors américains qui seraient intéressés à poser leur marque autour de ces célébrations des 250 ans. Deuxième chose, on signe un 2e contrat pour l'exposition du D-Day avec le Musée national de l'armée américaine. C'est un musée gigantesque qui a ouvert en 2001, magnifique, qui est à Washington. Et là, ce qui est tout à fait différent par rapport à toutes les signatures qu'on a faites auparavant, c'est qu'on ne signe pas avec la fondation, mais on signe avec l'armée américaine. Donc on devient fournisseur officiel de l'armée américaine qui gère une centaine de musées aux États-Unis et on s'ouvre la potentialité de signer un accord cadre. Donc ça, c'est encore un jalon nouveau de notre développement aux États-Unis. Et on a un 3e projet qui est en cours de signature avec un patrimoine américain connu nationalement, non plus pour présenter une exposition temporaire, mais cette fois pour équiper de façon pérenne le site sur sa médiation numérique. Donc on a ces 3 projets-là qui sont très concrets et ça nous incite au mois de juin à décider de créer notre filiale aux États-Unis.
Ça, on le décide parce qu'on veut recruter notre managing director, qu'on a rencontré quelques mois plus tôt. On le décide aussi parce que pour soutenir tous ces projets qui deviennent très concrets, on sait qu'on va vouloir sans aucun doute ouvrir notre capitale aux États-Unis. Et pour ça, il nous faut une structure locale. Il y a également le fait que il nous semble très précieux dans un marché qui est un marché assez litigieux par nature, de créer une structure qui pourra servir de pare-feu juridique entre nos clients américains et la maison mère parisienne. Donc nous en sommes là et j'ai suffisamment parlé, donc je vais m'arrêter ici. Qu'on nous demande en quoi les musées détenus par les forces américaines sont différentes aux musées que vous avez déjà travaillé auparavant. Et je profite aussi pour ajouter la deuxième interrogation. Quels seraient les 3 principaux conseils que vous adresserez à un entrepreneur français qui souhaiterait s'embarquer en Amérique du Nord et pourquoi? J'ai répondu partiellement à la première question sur la différence entre les musées américains et les musées français. Et la différence, elle est absolument structurelle. Les musées américains ont la capacité de mobiliser des fonds privés qui est tout à fait exceptionnelle, qui est assez unique au monde, qu'on a observé nulle part ailleurs. Donc, de fait, les contrats se signent beaucoup plus vite et les budgets sont tout à fait différents. Pour répondre ensuite à la question sur le conseil qu'on pourrait donner à une entreprise qui est en train de chercher à s'exporter aux États-Unis, je vais donner un conseil qu'on a déjà beaucoup entendu, mais qui est absolument vrai, qui est celui de ne surtout pas négliger le ticket d'entrée, qui est excessivement élevé. Nous, on a décidé d'embaucher et d'installer notre bureau à New York. Donc, on a en plus choisi parce que c'est là qu'est notre écosystème, mais c'est d'autant plus coûteux. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ne serait-ce que pour un premier recrutement de managing director à New York, il faut compter au plus bas de 150 000 € par an. Il faut ajouter évidemment à ça, le plus tôt possible, les frais juridiques et les frais comptables. Ne surtout pas attendre pour très bien s'entourer aux États-Unis, parce que le risque de litige est excessivement élevé, et parce que si on ne le fait pas assez tôt, ce sera un coût supplémentaire sans l'ombre d'un doute dans les mois ou les années qui vont suivre. Auriez-vous des mesures que BPI France devrait de mettre en place pour mieux accompagner les entrepreneurs ICSR sur zone? Et si oui, lesquels? Alors, j'en ai pas parlé très longuement du programme Culture Export dont on a bénéficié, mais déjà, je vais insister sur le fait qu'il est excessivement dense et excessivement précieux et qu'il a eu un rôle à jouer dans toute l'accélération de notre développement aux États-Unis en 2023. Donc, vous avez un accompagnement individuel. On a eu 70 heures avec un consultant BPI France spécialisé sur les États-Unis. On a eu 2 voyages d'affaires, un sur la côte Est et un sur la côte Ouest d'une semaine chacun, avec des rendez-vous B2B pris sur la zone. Et on a bénéficié aussi de workshops avec des experts à Paris qui nous ont permis de consolider les connaissances qu'on avait sur le marché. En plus de ça, on va aller recourir à d'autres dispositifs. On est en train de préparer un travail autour du prêt croissance internationale. On a déjà bénéficié de l'assurance export, donc on est très bien accompagné. Ça, je dois insister sur cette partie-là. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place en plus ? Je le dirais de façon un peu... Quand on n'avait pas encore... Je pense que parmi les 70 heures qui nous sont proposées avec un consultant, peut-être nous, ce qui nous aurait été très, très, très précieux, ça aurait été, avant qu'on ait trouvé notre avocat local aux États-Unis, de bénéficier de quelques heures d'accompagnement légal. Parce que les questions légales, elles se sont posées très tôt. On avait déjà vendu depuis la France en direct aux États-Unis. Et elles se sont posées en définitive bien avant qu'on ait besoin de créer notre structure locale. Donc, c'est vraiment le seul élément que j'apporte. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé et être présents pour cet atelier UCC.